Ce qui est recommandé aussi, c'est de faire des exercices qui engagent musculairement, surtout en vieillissant. Donc, plus tu vieillis, plus tu vas engager en tes muscles. Donc, là, on parle plus de musculation. Donc, ce qui est avec des poids résistants, ça peut être avec poids du corps. Donc, là, c'est sûr que ça va au-delà de la marche. Puis, plus tu vieillis, plus tu veux faire ça parce qu'en fait, ça protège tes os. Tu sais, exemple, tu tombes, tu n'es pas capable de te relever parce que tu manques de force. C'est des réalités. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast d'À table avec Annabelle. Et nous allons parler de sport. Écoutez, on va parler de sport parce que c'est un sujet important en tant que femme. Eh bien, il y en a plusieurs d'entre vous. Vous voulez prendre soin de vous en ayant une activité sportive. Certaines, c'est déjà le cas. Et peut-être que vous essayez de convertir toutes vos amies, vos copines à faire de l'activité avec vous. Et bizarrement, c'est vrai que quelquefois dans le milieu chrétien, il peut y avoir même des débats, il peut y avoir des opinions, mais le sport, l'exercice physique est utile à peu de choses, et puis mais nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est important de prendre soin de notre corps, et puis les deux sont vrais. Maintenant, c'est de trouver un équilibre, et puis de savoir comment est-ce que je peux bien le faire, quelle est la place aussi quelle est la place du sport, quelle est la place du corps dans ma vie, est-ce que j'ai un bon rapport aussi avec mon corps, et tout ça, ce sont beaucoup de questions. Et on va en parler aujourd'hui avec notre invitée qui est une coach sportive, coach de bien-être aussi. Elle va nous expliquer exactement ce que c'est. Et je suis aussi avec Aurélie et Laure. Et bienvenue à toi, Élie. Bonjour. Ça va, Élie? Oui. Donc, écoute, avec toi, on va parler parce que tu es coach sportive, mais tu vas, au fur et à mesure de l'émission, vous allez tous découvrir que Élie est bien plus. Ouais, c'est ça. Et bien plus que ça, mais on va quand même se concentrer sur ce point-là aujourd'hui parce que ça fait partie je pense de la société d'aujourd'hui quand même, l'activité sportive, on parle du sport, etc. Ça devient quelque chose qui peut même être super à la mode. Alors maintenant, en tout cas, on compte sur toi pour nous dire les bonnes choses, les choses à éviter aussi, etc. Comment est-ce qu'on peut bien le faire. Et voilà, j'espère, c'est bon, ça te va comme programme. Et toi, un petit peu ton parcours en fait, parce que tu nous disais avant qu'on commence que tu es une grande sportive. Et est-ce qu'on devient sportif du jour au lendemain ou tu l'as été, c'était une décision, tu as été obligée? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai grandi dans une famille très, très active. Donc, j'ai toujours fait du sport par le biais de ma famille. Donc, enfant, on faisait de la randonnée. J'ai fait des sports comme le soccer, au football, dépendamment qui nous écoute. Mais à la base, j'aimais pas nécessairement autant le sport que maintenant. J'ai toujours aimé bouger. J'aimais beaucoup l'aspect d'aventure, très jeune. Donc, je montais dans les arbres. Et j'ai toujours eu un tempérament très compétitif. Donc, par exemple, j'allais prendre une marche avec ma famille. Je voulais faire une course. Tu sais, la première arrivée ici. Donc, cet aspect-là a toujours été présent. Mais petite, j'étais pas talentueuse dans les sports, je dirais. Donc, j'aimais moins ça. J'aimais moins l'effort. Le fait de souffrir, j'aimais pas. Donc, certains sports, comme la randonnée, je n'aimais pas du tout. Puis c'est plus vers l'adolescence que là, j'ai commencé à aimer ça. Puis c'est surtout, moi, j'ai un problème d'attention. Donc, j'ai de la difficulté à me concentrer, des problèmes d'apprentissage. Puis j'ai commencé aussi à voir le sport comme un outil pour m'aider à canaliser le stress, à me concentrer. Donc, il y avait aussi cet aspect-là de oui, j'aime le sport, mais j'aime bouger, j'aime être dans l'aventure, ça m'aide. Puis, après, éventuellement, c'était le fun aussi quand tu deviens en forme, que tu es capable de faire des choses. Il y a un aspect plaisant à ça. Et maintenant, je suis effectivement passionnée. Est-ce que tu as commencé par un sport en particulier ou de suite tu es rentrée dans toutes sortes de sports quand tu as commencé à te passionner? Enfant, je faisais un peu les sports familiaux. Donc, on faisait beaucoup de randonnées, du vélo, plein de sports comme ça. Mais j'ai joué au soccer. Ça a été mon premier sport d'équipe vraiment que j'ai fait. J'ai été dans le compétitif dès 9 ans. Je joue encore d'ailleurs aujourd'hui. Donc ça a été vraiment le sport où j'étais le meilleur aussi naturellement. J'ai joué au basketball. J'ai fait du ballet 1 an, mais c'était pas, j'avais pas des coups de cœur.
J'ai fait de l'athlétisme aussi, enfant. Puis adolescente, j'ai fait du ski de fond et vélo de montagne. Puis c'est ces sports-là que j'ai fait au niveau compétitif. Puis c'est vraiment ce qui m'a donné une piqûre pour le compétitif et une discipline aussi, parce que là, j'étais assez vieille pour vraiment engager dans l'entraînement, la préparation, etc. Et du coup, donc, le fait d'avoir une famille... Sacré CV, hein? Petite parenthèse. C'est parce que quand on parle de sport, la majorité de personnes, quand on parle de bien-être et de sport, on s'attend à ce qu'elles nous disent que oui, à la maison, tu peux faire 30 minutes d'activité. Mais quand j'entends Ellie parler, elle te parle de football, de ski de fond, des choses improbables. Et vraiment, moi, ça improbable, carrément. Tu vois où on en est. En tout cas, c'est ça. Tout à l'heure, t'as entendu, avant qu'on commence, tu nous dis, là, ce soir, je vais à une pratique de rugby. OK. Normal. Ouais. Moi, je mange des sushis ce soir. Mais petite parenthèse quand même, au niveau des parents et vis-à-vis des enfants, parce qu'on en parle beaucoup du fait que les enfants sont beaucoup sur les écrans et que ça amène aussi des problèmes de surpoids, etc. Le fait d'avoir été dans une famille qui bougeait, une famille pour qui c'était normal en fait de faire des activités, ça t'a quand même aidé. Puis on voit le bienfait aussi que ça a eu, parce que avec des problèmes d'attention et tout, il peut y avoir différentes voies pour pouvoir trouver des solutions. Mais une des bonnes voies, je crois, est naturelle et qui répond à un vrai besoin, ça va être l'activité sportive. Mais quand nous-mêmes, en tant que parents, on n'est pas très motivés, c'est difficile de motiver les enfants. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse peut-être pour les parents. Et donc, tu dis que tu es allé, donc tu as fait de la compétition et tout ça. Mais à quel moment c'est devenu un métier aussi? Comment tu t'es dirigée vers ça? C'est venu un petit peu, je dirais, de façon en anglais, je dirais sneaky, donc par derrière. Sournoise. Ouais, sournoise, voilà, merci pour la traduction. Parce que vu que j'étais athlète en ski de fond, j'ai commencé à coacher à 15 ans, mais des enfants. Parce qu'on avait des programmes d'enfants, puis moi, j'étais dans le programme compétitif. Puis, j'avais une expérience en animation, donc j'avais une aisance à enseigner très jeune. Puis, je me suis mis à enseigner des groupes d'enfants dès 14 ou 15 ans. Donc, je pense que c'est ça, environ. Puis, j'étais très bonne, donc naturellement, j'ai continué. Puis, déjà, avant même d'avoir arrêté mon parcours d'athlète, je coachais en privé des adultes en ski de fond. L'été, je faisais des camps de multisports en vélo de montagne, en course à pied, en canot. Donc, j'avais déjà un pied dans le domaine. C'est souvent ce qui arrive. J'avais été arbitre. Puis ensuite de ça, c'était pas vers là que je voulais me diriger. Comme je disais avant l'émission, moi, je voulais être dans le ministère. Donc, je suis partie du Québec. C'est là que l'histoire d'Ellie commence à... On dit, dans le ministère, OK, dis-nous, raconte-nous ça. Ouais, c'est ça. Fait que j'irai pas là. Mais rapidement quand même, parce que t'es restée sportive. Mais juste rapidement quand même. Je suis partie à 18 ans d'enfant du Québec. J'ai fait 2 ans avec Jean Assomption, 3 ans avec Bethel en Californie. Puis, je me suis formée en pastorat Focus Leadership au travers ça. Puis, j'ai fait du ministère, mission, aide humanitaire dans beaucoup de pays. 30 pays d'enfants. Voilà, 30 pays. Juste ça. Ouais. Mais au travers ça, le sport est resté. C'était toujours quelque chose qui ressortait. Donc, peu importe où j'allais, moi, je suis genre, je voyage, je vais m'entraîner dans l'aéroport. Donc, c'est resté en moi. Qu'est-ce que tu fais à l'aéroport? Oui. J'amène des mini-bands, que ça s'appelle, puis je m'entraîne avec ça. J'ai développé des plans d'entraînement possibles de faire en voyage. Ouais, exactement. C'est fou. Mais je suis très créative. Donc, il faut y penser, en effet. Ouais, exactement. Fait en même temps, si vous avez déjà beaucoup voyagé, à un moment donné, tu veux garder un rythme, une santé, puis je me disais comment je vais faire. Donc, au travers ça, et
indirectement, même si là, j'ai eu des saisons où je coachais moins, ça ressortait parce que j'allais faire un voyage missionnaire, puis je me mettais à entraîner tout le monde. Là-bas, j'allais moi courir, j'avais une discipline établie que j'ai gardée toute, peu importe les saisons de ma vie. Ouais. Et les pays. Et les pays. Ouais, et tu sais, je me suis entraînée dans tous les pays où j'ai été. Puis plus ça allait, plus j'ai maturé, plus j'ai imposé de dire, moi, je m'entraîne, c'est un standard, je vais bien manger, c'est un standard pour ma vie, puis les gens m'honoraient, qui me recevaient. Puis au travers de ça, à chaque fois que je revenais au Québec, ben je retournais à être entraîneur. C'était l'emploi que j'avais. Puis je voyais que j'étais bonne. Puis quand je suis revenue au Québec, après toutes mes études... en fait, je me suis formée aussi comme entraîneur au travers de mes études pour être dans le pastorat, mais en ligne, beaucoup. Fait que j'ai fait quand même une des expériences de travail dans un gym, etc. Puis je coachais encore dans un club de compétition. J'ai touché à beaucoup de choses. J'ai été guide de plein air. Donc, je touchais à ça, mais dans ma tête, c'était toujours comme... c'est facile, je peux faire ça, mais c'est pas ce que je veux faire. C'est facile? Mais pour moi, vu mon parcours, parce que j'avais baigné dans ce monde-là. Aurélie, imaginez tous Aurélie, guide de plein air. C'est sûr qu'on est tous perdus. Quand tu baignes dans quelque chose pendant 20 ans, à un moment donné, c'est sûr. Ça devient naturel, Aujourd'hui, c'est qui tes clients, j'ai envie de dire? Est-ce que c'est toujours les professionnels ou bien la simple dame qui est chez elle a aussi un accès? J'ai comme deux volets un petit peu à ce que je fais. Présentement, dans le fond, moi, j'ai été entraîneur beaucoup en ski de fond et un petit peu en vélo de montagne. En ski de fond, j'ai entraîné des athlètes haut niveau. Donc, je suis allée jusqu'à entraîner l'équipe nationale, mais pour des événements. Donc, je n'étais pas l'entraîneur officiel. Puis, j'ai entraîné des athlètes qui se sont rendus, comme j'en ai quelques-uns que j'ai entraînés qui sont sur la Coupe du Monde. Mais j'entraînais des clubs. Donc, j'ai été entraîneur-chef d'un club de compétition en ski de fond. Puis, j'étais jusqu'à récemment entraîneur dans un autre club de compétition en ski de fond. Donc, ça, c'était un volet. Les gens se disent, elle n'a pas l'air si vieille. Et je vous le confirme, elle n'est pas si vieille que ça. C'est vraiment juste beaucoup d'expérience en très peu de temps. Oui, exactement. Fait que j'ai fait ça. Donc là, j'ai entraîné un programme sport-études secondaire, cégep. Donc ça a été un volet que j'aime dire que je suis experte dans les sports d'endurance parce que ski de fond, vélo montagne. C'est drôle, c'est tout ce que tu n'aimais pas quand tu étais plus jeune. Oui, exactement. C'est un petit peu ironique. Fait que ça, j'ai un volet. Présentement, je travaille dans un gym. Donc là, dans le gym, j'entraîne tous ceux qui viennent, mais j'entraîne dans un gym quand même spécialisé. On donne des cours de groupe d'entraînement fonctionnel. Donc, mon type de clientèle, c'est vraiment des sportifs, des gens qui veulent quand même se pousser, mais j'ai des clients qui ont 65 ans, j'ai des clients qui sont en surpoids, j'ai des clientes qui sont enceintes, d'autres qui viennent d'accoucher. Donc, j'ai vraiment différents niveaux, là. J'ai des gens qui vont faire, des pompes... 25 pas pendant une minute, puis j'en ai qui sont pas capables, donc j'ai vraiment une variante. Voilà. Donc ça, c'est vraiment dans le gym. Puis même dans le ski, je donne des cours privés avec des débutants aussi. Puis avec ma business que j'attire vraiment un type de clientèle qui veut, oui, s'entraîner, mais aussi, justement, un petit peu comme je parlais tantôt, une réconciliation avec le corps, guérir un petit peu plus au niveau de la honte, des gens qui vont vouloir un coaching qui est plus global au niveau de la santé, pas juste physique, mais plus émotionnel, spirituel. Donc, je vais les accompagner. Puis, j'ai aussi ma clientèle dans ma business de sportifs. Donc, on rentre encore dans la même chose que le ski de fond. Quelqu'un qui veut aller faire un marathon, qui veut faire un événement. Donc, là, on revient à mon expertise d'ex-athlète qui a été avec des athlètes. Moi, quand je parlais de sport, c'était... c'est ça que je disais tantôt. mais c'est pour ça, franchement, on est bénis à table parce qu'on a des invités comme toi qui nous ouvrent tout un monde, un univers qu'on ne connaît pas forcément et qui du coup amènent leur expérience, leur expertise. Et tu vois, par rapport au sport, quand on s'y connaît pas trop, on peut avoir une idée très fermée du sport et c'est pour ça... C'est pas le débat majeur de l'Église, on est d'accord, mais c'est quand même des discussions qui peuvent avoir lieu par rapport à la place de l'entraînement, juste le fait même de prendre soin de son corps. Il y a quelques années, on n'en parlait
pas du tout dans l'église, c'était pas quelque chose qui était important, c'est genre juste prier, puis soyez malade, on va prier pour votre guérison, mais personne ne disait il faudrait peut-être que tu prennes soin de toi, que tu fasses de l'exercice, etc. Et puis là, comme d'habitude, vous savez, parce que je le dis tout le temps, c'est que l'église est experte pour passer dans un extrême, et puis même maintenant, moi je vois quelquefois des choses. Je me dis, c'est le message de l'évangile a été un petit peu oublié, tu vois, et au détriment de prendre soin de soi, etc. Donc c'est de trouver encore une fois l'équilibre et de savoir comment en tant que chrétien aussi on se situe. Donc je trouve ça hyper intéressant l'approche que tu as de pouvoir parler pas seulement du corps et puis de pouvoir tout relier, l'être corps, âme et esprit. Ouais. Et du coup, tu as quelqu'un qui ne fait pas de sport, quelqu'un qui veut pas faire de sport. Est-ce que c'est forcément quelqu'un, qui veut pas faire de sport, quelqu'un qui n'en fait pas, qui a la volonté mais qui n'a pas la capacité. Et puis tu vois, qui subit un peu son corps et tout, qui est pas hyper énergique. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un problème de paresse ou il peut y avoir une autre source? Oh, c'est toute qu'une question. Moi, je dirais pas que c'est un problème de paresse, c'est plus une question d'habitude. C'est une habitude, même s'entraîner, c'est une discipline. Moi, j'aime le sport, donc c'est sûr que aller skier, c'est une passion, mais il y a beaucoup de temps que ça me tente pas. J'ai pas une envie. Même encore aujourd'hui? Même encore aujourd'hui. Ah. Donc, pour moi, c'est une discipline. Donc, oui, c'est pas tant une question de paresse qu'une discipline. Puis c'est aussi... Il y a un système de récompense, même au niveau chimique, mental, qui arrive quand tu t'entraînes, comme quand tu fais n'importe quelle chose qui te fait du bien. Donc, non seulement, c'est une belle discipline à avoir, mais quand tu le fais, chimiquement, ça relâche une hormone qui t'amène un système de récompense parce que tu as accompli quelque chose, mais en plus, hormonalement, ça vient... ça relâche les hormones s'entraîner. Donc, à un moment donné, quand tu le fais à répétition, tu le sais. Donc, tu sais qu'il y a une partie souffrante, ça dépendamment comment tu bouges. Il y a une partie que, mais le sentiment après, hormonalement, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau, dans ton corps, ça peut devenir limite addictif. Puis, sachant que ça vient, puis tous les bienfaits, quand on est conscient, ça donne envie. Donc, je pense que comme moi, c'est beaucoup de ce qui va me motiver, c'est que je le sais. Si je vais m'entraîner, après, je vais avoir plus d'énergie. Sauf que c'est certain que si tu bouges une fois par mois, à l'après, tu n'as pas plus d'énergie parce que tu n'es pas dans une routine. Donc, c'est pas une question de paresse. Par contre, il y a beaucoup de gens qui... par tout ce qui a été véhiculé au niveau culturel, surtout en Occident, là, je dirais. Il y a beaucoup de rapports de honte pour certaines personnes, que ça peut être qui ont vécu de la honte à l'école, dans leur cours d'éducation physique, par exemple. Il y a beaucoup, moi, je rencontre énormément de femmes qui ont honte de leur corps, donc ils veulent pas aller au gym parce qu'ils ont honte. Ils voudraient pas que les gens voient, ils se sentent pas assez. Donc, même, il y a vraiment des dynamiques d'intimidation, je dirais. Mais moi, des gens qui viennent me voir, qui se sentent intimidés par des chèques aussi, parce que quelqu'un qui bouge pas, à moins que tu aies faire une marche que tout le monde fait généralement, à moins que vous ayez des blessures, si tu fais quelque chose de plus, donc exemple, tu essaies un sport, tu vas même au gym, là, tu essaies quelque chose de nouveau. C'est prouvé que la plupart des adultes, au-delà de 30 ans, n'essaient plus rien de nouveau. Donc là, là, on vient dans une dynamique même psychologique de... tu dois te challenger à une place de vulnérabilité jusqu'à un certain point. Puis plus tu le fais pas, plus c'est vulnérable parce que moins t'es en forme. Donc là, ça peut rentrer dans Mais c'est ça aussi, tu vois, et je pense que ça peut être la première chose aussi pour faire du sport. Des fois, on sait pas forcément quoi faire, on se connaît pas. Exact. Moi, c'est vrai que parce que je te suis un peu sur les réseaux, tu dis que des fois, ça te tente pas, mais c'est vrai que tu dégages quand même une certaine passion, je trouve, et qui donne envie. Et c'est vrai que quand tu as quand même une passion ou quelque chose qui te donne envie, qui te motive, qui va t'épanouir,
ça peut quand même déjà être une clé, une piste pour commencer à s'entraîner, à faire quelque chose, puis à se bouger, quoi. Ouais. Donc oui, c'est vrai que après 30 ans ou peu importe, des fois on a du mal à essayer, mais c'est peut-être ce petit coup déjà qu'on peut se faire. Il faudrait peut-être que j'essaye au moins une fois. Ça coûte rien, tu vois, d'essayer une fois, de voir est-ce que je vais aimer, est-ce que je vais apprécier, et se dire aussi, c'est vrai que toi, t'as beaucoup parlé de tous les sports que tu fais et tout ça, mais que à la fin de la journée, le plus important, c'est bouger, c'est faire une activité physique. Et des fois, c'est vrai que ça veut pas dire que tu dois être un grand sportif et faire des compétitions de football, soccer, rugby et tout. Des fois, l'activité physique, ça peut être faire du jardinage. Non, mais c'est vrai, ça peut être, tu sais, même faire ton ménage. Ça peut être des activités qui paraissent peut-être un peu plus normales ou bon, ok, mais tu bouges. Et donc, faut penser comment je peux mettre mon corps en action, parce que mon corps a besoin de bouger. C'est bon pour lui, et pas forcément de se dire, mais moi, attends, faire du soccer, tu sais, des fois, ça peut. Ouais, je sais pas. Mais déjà, tu vois, on peut peut-être, vu qu'on a l'expérience d'une coach aujourd'hui, peut-être tu peux nous dire par où commencer. Si on est une femme... plus de 30 ans. Oui. Elle commence par quoi, en fait? Comment savoir que j'ai besoin peut-être de marcher peut-être rapidement plutôt que d'aller au gym tous les jours, etc. On commence par quoi? Tu sais, c'est sûr que c'est très large parce que ça dépend à qui je parle. Mais déjà, moi, quand je suis avec un client ou une cliente, je vais leur demander qu'est-ce qui t'anime. Qu'est-ce que t'aimes? Parce qu'il y a des gens, ils vont aimer être à l'extérieur, comme moi, j'aime beaucoup être à l'extérieur. Il y a des gens, ils vont aimer, justement, au contraire, être avec une amie, par exemple. Ou dans un contexte social, il y a des gens, ils ont besoin de se faire pousser. Donc déjà, j'encouragerais les gens à aller vers quelque chose qui... leur plaît, qui leur parle. Qui leur colle, en fait. Mais au-delà de ça, je pense que ça commence avec justement cette discipline-là. Donc, qu'est-ce qui est facile que tu peux faire? Prendre une marche, c'est probablement la chose la plus facile. Au sens où ça coûte rien, on marche tous dans la vie, donc sensiblement, tout le monde est capable de prendre une marche. Donc, déjà, moi, je préfère donner des petits objectifs réalisables que va t'entraîner 5 fois semaine. Donc, dans cette optique-là, ça va être, commence par essayer de prendre une marche 4 fois par semaine, 15 minutes. 15 minutes, c'est pas long. Puis là, ensuite, moi, j'ai une approche très créative. Qu'est-ce que t'aimes faire? T'aimes parler à ton ami? Va prendre ta marche et appelle cette personne-là. T'aimes écouter un podcast? T'aimes louer Dieu? Mettons, t'es croyante, t'es chrétienne, tu veux prier, va faire une marche en priant. Donc déjà, si t'es capable de faire ça 4 fois par semaine, 15 minutes, à la fin de ta semaine, tu as fait 1 heure. Donc, c'est d'aller avec des petits objectifs, parce qu'encore là, hormonalement, qu'est-ce que ça fait? Tu as accompli ton objectif, tu es fier de toi. Puis à partir de là, après, tu peux... Bon, peut-être qu'un mois après, on a monté à 30 minutes par jour. Puis là, après, peut-être, on va incorporer 15 minutes de marche, 15 minutes de petits exercices. Puis c'est comme ça, tu sais, que tu y vas graduellement. Puis après, c'est sûr que ça dépend. Si la personne me dit, moi, j'ai une passion pour... je sais pas, un sport, tu peux t'inscrire au sport. Donc là, mais je dirais qu'après ma barre, c'est justement d'essayer de bouger de façon régulière, puis de le faire de façon disciplinée, de façon régulière. Parce que ça sert à rien de faire un superbe entraînement d'1 heure si tu le fais 1 fois par mois. Vaut mieux avoir... Est-ce que c'est mieux dans ces cas-là de faire 4 marches de 15 minutes dans la semaine? Il y a plus de bénéfices à faire ça qu'un super entraînement 1 fois par mois? Oui, il y a plus de bénéfices à faire ça, mais c'est qu'aussi, ce qui arrive, c'est que naturellement, tu vas plus être porté à le faire parce que ça a le moins l'air de quelque chose d'insurmontable. Une marche de 15 minutes, c'est pas long, 15 minutes. C'est 5 chansons, même pas. Non, c'est vrai. Mais en fait, ce que tu dis, au final, c'est qu'au début, peut-être, c'est bien, comme tu dis, si je comprends bien, de créer l'habitude, en fait. Exactement. Au-delà même de voir peut-être l'effet physique ou le bien-être, ce que ça va t'apporter, c'est de se dire, je vais me mettre ce créneau-là dans ma semaine, je vais me dire que tous les jours, 4 fois par semaine, voilà, j'y vais pendant 15 minutes, mais ça t'amène une constance, en fait. Exactement. Et t'apprends à prendre cette initiative-là. Et après, c'est là où on peut aller voir plus loin. Oui, parce que de toute façon, le cerveau n'est pas capable de prendre 20 changements d'habitude de vie d'un coup. C'est très difficile, puis généralement, tu les gardes pas. Donc, pour garder une habitude de vie, parce que l'idée, c'est que les gens soient sains toute ta vie. À moins d'avoir une blessure, une maladie. L'idée, c'est pas d'être dans un plan de régime ou d'entraînement magique pendant 6 mois. C'est toute ta vie, tu bouges. Donc, comment on incorpore ça? C'est réalistiquement avec qu'est-ce que tu as. Donc, dépendamment de la réalité des gens. Mais c'est de l'incorporer d'une façon que tu vas pas être dépassé. Parce que c'est sûr qu'un entraînement d'1 heure, si tu bouges pas, tu te dis...
comment je mets 1 heure dans ma journée, Donc là, déjà, t'es dépassé. Déjà, le risque que tu le fasses, ça va être beaucoup plus demandant qu'un petit 5 minutes ici, un petit 10 minutes ici, que tu mets dans ton horaire, où là, tu dis, j'ai réussi, j'ai fait mon 15 minutes. Un 15 minutes, ça se fait là, à la fin de ta journée, t'as oublié, tu sors, tu te couches 15 minutes plus tard, c'est pas dramatique. Est-ce qu'on peut le découper? 5 minutes, non, pas si on veut faire plus que 15 minutes, par exemple. Est-ce qu'on peut découper ce temps-là? Est-ce que c'est efficace? C'est ce que je veux dire. Oui. Si je fais 15 minutes le matin, 15 minutes le soir, est-ce que ce sera efficace pour ma santé? Ben oui, c'est sûr que, encore là, on part du principe que, exemple, je m'adresse à des gens qui bougent pas. Donc, on part de 0 à tu prends 2 marches par jour, qui est très bon. Parce que c'est encore là, il y a des gens qui sont radicaux qui vont être capables d'y aller. OK, je vais au gym, j'en ai à mon gym des gens OK, je vais recommencer à venir, ils viennent 4 fois par semaine. Mais encore là, dans un contexte où ils viennent puis je leur fais faire tout. Donc, ils sont pris en charge. Donc, il y a des gens qui sont capables de faire ça. Mais pour beaucoup de femmes, particulièrement, qui ont des enfants, c'est pas nécessairement leur réalité, surtout s'ils n'ont pas un arrière-plan de sportive. Donc là, encore là, on parle d'aller au gym, il y a une question tu me sens intimidée, surtout s'ils n'ont pas un entraîneur. Donc oui, c'est toujours mieux de bouger que de pas bouger. Donc, même si c'est 15 minutes par jour, encore là, regarde sur 1 an, c'est beaucoup de minutes comparé à rien. Ouais, mais tu vois, là, en parlant du résultat, si tu fais 15 minutes, 20 minutes, on va dire, tu fais, je sais pas, des abdos, des trucs et tout, mais est-ce qu'il va quand même avoir un résultat? Je veux dire, si tu fais ça tous les jours, 4 fois, 5 fois par semaine, ou 3 fois? Ben, l'idée, c'est d'avoir une progression. C'est de ne pas rester à faire juste des marches, mais c'est d'être capable de... Ça fait 3 semaines que je fais 2 marches de 15 minutes par jour. OK, on va switcher ta marche. Maintenant, je vais te donner des exercices de musculation. Puis là, à un moment donné, OK, j'en veux plus. Ben là, tu peux t'inscrire à un gym. Puis là, tu vas mettre, à la place de faire 2 15 minutes, tu vas faire un 15 minutes de marche, 30 minutes d'entraînement, 3 fois semaine, par exemple. Sauf que si tu n'as pas incorporé, si tu n'es pas capable de faire 15 minutes de marche par jour, essaie de te mettre comme objectif un entraînement. C'est plus dans cette réalité-là. Mais il n'y a pas une moyenne de temps dans la journée, on se dit où c'est efficace. Oui, c'est on ça. se dit, ben là, je vais faire ça. Garantis. Je sais que je vais avoir un résultat parce que j'ai fait, je sais pas, on dit des fois, il faut courir 40 minutes pour. Tu vois, les études, qu'est-ce qu'ils disent, c'est de s'entraîner 3 fois par semaine, environ 30 minutes. Donc, ça donne environ 1h30 par semaine de mouvement. Moi, personnellement, je pense pas que c'est assez. Je pense que... Non, mais c'est vrai, parce qu'on pense... Sinon, le reste du temps, t'es assis. Donc... mais ça, c'est ce qui est recommandé. Après, ce qui est recommandé aussi, c'est de faire des exercices qui engagent musculairement, surtout en vieillissant. Donc, plus tu vieillis, plus tu vas engager tes muscles. Donc, là, on parle plus de musculation. Donc, ce qui est avec des poids résistants, ça peut être avec poids du corps. Donc, là, c'est sûr que ça va au-delà de la marche. Puis, plus tu vieillis, plus tu veux faire ça parce qu'en fait, ça protège tes os. Tu sais, exemple, tu tombes, tu n'es pas capable de te le relever parce que tu manques de force. C'est des réalités qui arrivent. Une femme qui va avoir un enfant, qui n'est pas capable de lever son enfant, j'en vois souvent parce que tu n'es pas assez forte. Donc, tu sais, il y a une question quand même dans la vie, il y a une utilité. Donc, ça, c'est sûr que c'est des choses qu'on veut regarder, mais encore là, j'ai beau dire ça, quelqu'un qui n'est pas capable de l'incorporer, ça ne sert à rien que je lui donne ces trucs-là. Mais oui, tu sais, moi, je dirais le mixte entre le cardio, donc tout ce qui est cardiovasculaire, donc c'est d'être capable exemple de marcher sans être essoufflé, etc. Et musculation, ça va être pas mal les bases pour la santé. Puis le mouvement, ça s'incorpore aussi en dehors de l'entraînement. Donc, je vous donne un exemple. Moi, quand j'étais à l'université, bon, là, j'étais très assise. Donc, encore qu'on parle d'être sédentaire, c'est d'être énormément assis. Puis dans le monde, je veux dire, comme là, on est assis. Je suis en voiture. Non, mais c'est vrai, je suis en voiture, je vais être assise. Donc, il y a aussi plein de trucs que moi, je vais donner aux gens. Comme par exemple, tu prends un bus, ben reste debout. À la place de prendre un ascenseur, monte les marches. Puis ça, c'est des petites habitudes qui, encore là, ben à la fin... Mais de rester debout... voiture plus loin. Rester debout dans le bus, ça fait une différence. Ben oui, parce que t'es pas assis. Donc, t'engages... Mais tu bouges pas non plus. Ben non, mais t'es quand même en train de te soutenir. Donc, il y a quand même... Tu sais, là, c'est un exemple banal un petit peu que je donne. Mais il y a quand même des choses que tu peux faire. Puis, bon, moi, c'est sûr que j'ai des années d'expérience, mais qui vont
t'affecter, qui vont même au-delà de l'entraînement, qui est de juste... puis moi, je donne souvent cet exemple-là aux femmes à la maison. Tu fais ta cuisine, puis t'es à côté du four, t'attends, je sais pas quoi, qui cuit. Ben, t'es capable de faire 3 fois 30 squats, par exemple. Tu comprends? OK. Donc, quelqu'un, encore là, c'est... Genre, toi, t'es dans ta cuisine, tu vas te faire des squats. Moi, je m'entraîne tellement que pas toujours, mais j'ai eu des saisons de ma vie où j'avais pas le temps de m'entraîner et c'est comme ça que je m'entraînais. J'amenais un poids dans ma cuisine, je cuisinais, puis quand j'avais des moments morts, je faisais des répétitions, puis à la fin, j'avais fait 20 minutes d'entraînement, puis j'avais fait toute ma cuisine pour la semaine. Wow. Donc, il y a des façons comme ça. Comptabiliser en plus le temps. Dans le temps où j'étais aux études, j'avais beaucoup moins le temps. Je suivais des cours parfois en ligne, puis je me mettais pas ma caméra, puis je faisais j'avais un petit plan à côté, très simple, puis je faisais des exercices à côté. OK. Ben oui. Ou justement, quand j'avais des appels, j'allais prendre une marche parce que j'avais pas le temps. Là, je fais moins ça parce que je bouge beaucoup dans le contexte de mon emploi. Mais il y a plein de trucs comme ça qui peuvent aider. Ah ouais. Et quand tu as une personne qui vient, une femme qui vient et elle te dit... Moi, je veux bouger parce que je veux perdre du poids. Tu vois, c'est mon seul objectif. Elle ne parle pas de santé, d'os, de rien du tout. Ouais. C'est juste son objectif. Je veux perdre du poids et je veux que ça aille vite. C'est quoi ton approche dans ces cas-là? C'est sûr que je vais poser des questions à savoir déjà, c'est sûr que c'est la personne devant moi et pas en besoin de perdre de poids versus en très grand besoin. Il y a quand même une différence entre une femme qui a peut-être 5 livres à perdre, par exemple, ou même pas, puis quelqu'un qui est en cas d'obésité. C'est sûr que quelqu'un en cas d'obésité et perdre du poids, c'est beaucoup plus facile. Tu bouges un peu, puis ton poids, tu le perds comme ça. Si je regarde Laure, perdre du poids, ça te demanderait beaucoup d'efforts parce que tu n'es pas en surpoids. Donc, mais mettons, tu as quelqu'un comme Laure qui te dit, moi, je perds du poids parce que, tu vois, la fille, elle est hyper concernée par son physique, par son image et tout ça. Et du coup, elle a des standards internes. Ouais, c'est ça, qui sont très forts. Ouais. C'est ça. Quelle est, du coup... l'approche, toi, en tant que coach? Moi, j'ai pas une approche très fixée sur le poids. J'ai plus une approche fixée sur la santé, sur qu'est-ce que ton corps est capable de faire. Je vais vraiment célébrer, par exemple, une femme, comme la semaine passée, une cliente qui était pas capable de sauter sur un box jump, ça s'appelle en gym. Donc, c'est une boîte, tu sautes dessus. C'est pas une vraie boîte, là, mais comme, je sais pas, vous avez probablement déjà vu ça. Donc, une femme plus âgée, elle n'était pas capable de faire un saut. Et là, elle a réussi à faire un saut. Donc, je vais plus célébrer, hey, t'as été capable de faire un saut, t'as été capable de faire X, Y, Z, d'aller courir. Donc, une femme qui s'approche de moi pour perdre du poids, moi, j'attire pas ça. Mais quand ça arrive... non, mais c'est vrai. C'est vrai parce que je promouvois pas rien de ce qui est visuel. Je promouvois pas, vous voyez pas quand vous me suivez, genre un six-pack, mon corps, c'est pas ce que je promouvois. Mais il y en a quand même, j'ai des clientes qui veulent perdre du poids, j'en ai qui sont pas en surpoids. Donc là... je vais leur parler plus de qu'est-ce qui se passe, en fait, que tu veux perdre du poids. C'est sûr que je peux donner des conseils. Je peux donner des entraînements, plus d'entraînement. Après, quand on parle de perte de poids, c'est quand même scientifique. Là. Simplement, tu veux perdre du poids, tu dois avoir moins de calories ingérées que de calories dépensées. Donc, exemple, tu dépenses plus de calories que tu en ingères. Donc, si moi, ma dépense calorifique en une journée, c'est, je sais pas, 3000 calories, je peux ingérer 2500 calories et là, je vais perdre du poids. Mais après, il faut faire attention parce que moi, je voudrais que ma cliente ait un style de vie qui est soutenable. Donc, par exemple, moi, je sais que si je veux perdre du poids avec mon style de vie, je dois vraiment regarder beaucoup à mes calories parce que je bouge beaucoup. Et est-ce que c'est soutenable à long terme? Et c'est ça que je vais adresser. Est-ce que tu te vois à long terme pas manger manger aussi peu que ça? Parce que des femmes, mettons, qui font du bodybuilding, et là, on parle d'une femme qui font des concours de bikini, qui ont un taux de pourcentage de gras qui est très bas. Pourcentage de gras, ça se voit là, dans comment tu es découpé. Donc là, il y a une question de génétique là-dessus. Il y a des femmes qui ont un métabolisme rapide. Tu vas voir, on dirait qu'ils ont des abdominaux puis ils font rien. Ça, c'est juste qu'ils ont un taux de pourcentage de gras bas. Injustice. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que pour ces femmes-là, ça va
va être beaucoup plus facile. Mais au-delà de ça, une femme qui fait du bodybuilding, qui est donc la compétition de bikini, donc devenir un pourcentage de gras très bas, c'est même pas recommandé au niveau de la santé. Pour les femmes, tu peux perdre tes menstruations, perdre de cheveux. Donc, hormonalement, c'est pas recommandé. Mais c'est surtout, c'est que la réalité, c'est que quand tu es dans ce genre de régime-là, donc au niveau de l'énergie, tu es vraiment calculé. Donc, tu as moins d'énergie. Donc, quelqu'un qui veut, par exemple, comme moi, j'aime performer dans les sports, j'aime skier longtemps, jouer au rugby, je pourrais pas être sur un genre de régime comme ça parce que j'aurais pas l'énergie. Et l'énergie vient de la nourriture. C'est lié. Donc là, moi, avec ce genre de personnes-là, je poserais des questions. Mais la réalité, puis tu vois, j'ai eu une conversation avec une de mes clientes hier sur ce sujet-là qui me disait, j'aime pas mon corps, je me trouve grosse. Puis j'ai dit... C'est qu'il y a d'autres raisons. Il y a plus. C'est ça. J'ai dit, mais tu sais que si tu perdais du poids, tu t'aimerais pas plus. Tu ne t'aimerais pas plus. Elle dit, cette fille-là doit peser peut-être 145 livres. Puis elle est petite, c'est en kilos, c'est 50 kilos peut-être. Okay. Un peu plus. Donc, elle est elle est mince, mais elle est pas tout petite non plus, toute fine. Puis elle me dit, j'ai déjà pesé 105, qui est vraiment très, très léger. Là. 105, on est vraiment dans le mince. Elle avait des problèmes d'anorexie, cette fille-là. Okay. Puis elle dit, quand j'étais mince, je ne m'aimais pas. Donc, la plupart des gens, c'est qui veulent amincir, qui sont déjà pas dans un problème de surplus de poids, parce que là, c'est un autre domaine. Ben là, je regarde qu'est-ce qui se passe. Parce que oui, je peux t'aider, mais je vais t'aider de façon réaliste. Parce que moi, mon idéal, c'est que si tu perds du poids, tu le soutiens à long terme. Je veux pas que mes clients aient des fluctuations. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? C'est ça. Puis c'est parce que là, si on parle de quelqu'un comme ton exemplaire, tu veux perdre du poids, bon... Est-ce que c'est, tu sais, comme toi, je sais que tu fais pas tant de sport. Bon, il y a une différence. Tout le monde. Non, mais il y a une différence entre je veux devenir en forme physiquement, puis je veux un résultat visuel. Quand on est dans le visuel, là, qu'est-ce qui te motive? Est-ce que c'est la santé ou c'est le visuel? Si c'est juste le visuel, j'adresse autre chose, généralement, moi. Et tu vois, je trouve ça hyper intéressant parce que, tu sais, c'est moi qui ai amené le sujet de la perte de poids, mais depuis qu'on t'écoutait, depuis le début, en fait, tu sais, c'est pas du tout ton langage et puis c'est pas du tout ce que tu mets en avant, parce que ce que moi j'ai entendu, c'était un bien-être au sens propre, tu vois, de santé, de bien vieillir, d'entretenir son corps, de prendre soin de son corps. Et tu vois, c'est là aussi où je pense qu'on peut avoir une vision très étroite du sport. C'est le sport sert à maigrir et que le résultat est un résultat qui est visuel. C'est un résultat d'apparence, c'est pas un résultat interne de bien-être. Oui, et puis c'est comme si ça devient secondaire. Ouais, tant mieux, je vais être en meilleure santé, tant mieux, je vais avoir plus d'énergie, mais que la première motivation, c'est pas ça. Puis je trouve ça hyper intéressant que tu aies cette approche, parce que c'est vrai que c'est des choses plus profondes et à plus long terme et à plus et puis qui touchent, c'est ça, à des choses beaucoup plus à des vraies sources, tu vois. Et puis c'est pas juste j'ai besoin de perdre 3 kilos, mais en fait j'ai besoin d'un changement dans mes pensées. Et est-ce que c'est normal d'avoir mal à la tête après le sport? Non, pas non, parce que c'est... je veux dire, non, c'est pas normal. Ça veut dire que j'aime vraiment pas le sport. Non, ça peut vouloir dire une sorte d'hydratation. Ça peut être l'hydratation, ça peut être ton stress qui est en train de sortir. Ça peut être des tensions aussi dans ton corps. Tu sais, moi, ça m'est arrivé d'avoir mal à la tête, mais parce que je force mal en musculation, par exemple. Donc, il y a plusieurs facteurs là, qui peuvent venir toucher... à ce qui est mot de tête, là, on est dans un autre sujet, mais non, c'est pas normal. OK. Non, je dis ça comme ça, mais peut-être parle-nous aussi peut-être des étirements. Parce que je sais que qui dit sport dit aussi cette partie-là, on parle de bien-être. Parfois, on a juste besoin de s'étirer. Parfois, on n'a pas tant besoin que ça. Je parle même pas avant. Parfois, ton corps demande juste d'être étiré, tu vois. Okay. Ça demande pas forcément de faire 3 km de course. Tu as juste besoin de ça. Est-ce qu'on peut reconnaître à un moment précis
que ben là, j'ai juste besoin de ça, plutôt que de... C'est hyper spécifique ta question. Non, mais vous, ça vous arrive pas de sentir que vous avez besoin de... Non. De s'étirer? Oui. Oui. Moi, ce que je dirais, c'est que ça porte toute ta question. Pour y répondre, je dirais que ça porte d'être connecté à son corps. Puis ça revient un peu à ce que tu disais tantôt, qu'on est focusé sur l'apparence quand on s'entraîne, mais en fait, c'est qu'on est tellement dans une culture qui nous déconnecte de notre corps, et ça touche aussi la nutrition, mais en fait, c'est de se réapproprier notre corps. Donc, quand on parle d'entraînement, quand on est vraiment connecté à notre corps, parce qu'on vit dans notre corps. Donc, en fait, si on vit dans notre corps, puis au début, on parlait du temple, on est le temple du Saint-Esprit. Bon, si on vit dans notre corps, comment on fait pour optimiser ce temple-là? Pour reprendre un verset, mais comment on fait pour être connecté? Donc, dans ta question, il y a un aspect de connexion. OK, je fais en fonction de ce que je ressens. Oui, sauf que par contre, il faut que tu sois sûr d'être connecté et non pas justement dans une forme de si je parle à quelqu'un qui bouge jamais puis qui dit je suis connecté, je suis assis sur mon divan, bon, c'est peut-être pas connecté là. Non, mais c'est vrai. Donc c'est sûr que c'est un apprentissage au même titre qu'on est connecté au Saint-Esprit, on est connecté à notre corps, pas notre corps mais notre cœur. C'est un petit peu le même principe. Après, les femmes, il y a un aspect où je dirais que en comparaison avec les hommes, on a les hormones. Donc, moi, ce que je dis beaucoup à mes clients, c'est ce qui va toucher à ton entraînement, qu'est-ce que tu as envie de faire, c'est beaucoup ce qui va arriver autour de toi. Parce que, encore là, on est tellement dans une culture déconnectée qu'on se rend pas compte que tout ce qu'on vit affecte notre corps. T'es stressé, ça se peut que t'aies mal à la tête parce que t'es stressé. T'as de la peine, tu vas sentir peut-être une boule dans l'estomac. Il y a des gens, ils vont avoir des problèmes digestifs. Je sens un pincement au cœur. Moi, par exemple, j'ai vécu un deuil l'année passée, des douleurs aux épaules. Donc là, on rentre dans... OK, beaucoup des blessures physiques, des maladies, c'est tout ton corps. Donc, quand on parle de... moi, aujourd'hui, je sens de faire des étirements, mais ça se peut. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, cette journée-là, toi, t'as vécu tellement de stress, t'as vécu une chicane avec ton ami, puis là, ton corps, il dit « Wow, j'ai besoin de relâcher doucement. » Puis après, en plus, nous, les femmes, on a tout le cycle hormonal qui est autour des menstruations, sans parler d'être enceinte, de postpartum et de la ménopause. Et tout ça affecte aussi nos besoins et nos systèmes énergétiques quand on s'entraîne. Donc, quand on est... il y a 4 cycles. Donc, quand on est menstrué, puis là, on parle moins de l'entraînement, mais ça touche directement à l'entraînement. 4 cycles quand on est dans les menstruations. Je les décrirai pas parce que c'est pas mon domaine d'expertise. Mais dans ces cycles-là, nos besoins, l'énergie qu'on a et même notre capacité mentale varient. Okay. Et donc là, par exemple, moi, connaissant quand même ça, je le sais que si je suis à quelques jours d'être menstruée et que je viens de commencer mes menstruations, je n'ai pas la même force physique, et je l'ai testé là, avec des poids. Je suis incapable de lever aussi lourd que 2 semaines après. Et ça, c'est prouvé scientifiquement par des études. Je vais avoir besoin de plus de douceur. Il va y avoir, par exemple, naturellement, beaucoup de femmes vivent de l'inflammation. Autant tu gonfles au niveau du ventre. Il y a des femmes qui vont prendre du poids sur la balance quelques jours avant d'être menstruées. Inflammation au niveau des joints, donc poignet, dos, coude. Donc là, il y a aussi cet aspect-là de peut-être que tu es dans ce cycle-là hormonal et que là, ton corps, il te dit... Prends ça, relax. Puis moi, avec mes clientes, je le vois constamment. Des clientes qui vont me dire, j'ai mal au coude, j'ai mal au dos. Je sais pas pourquoi, aujourd'hui, je suis moins forte. Et quasiment à chaque coup, je leur dis, tu vas être menstruée dans combien de jours? 3 jours, 4 jours? Oui. Voilà. Okay. Et dans ce cas-là, tu le prends plus relax? Tu fais pas de sport ou t'en fais quand même? Mais fais des étirements. Je dirais, tu relaxes. Le mouvement aide quand t'es... plus dans cette période-là hormonale, mais comme moi, je vais aller moins intensément. Donc, je vais moins aller dans des sauts, je vais pas me pousser à faire un exploit sportif pendant, mettons, 1 semaine environ. Je vais pas me pousser à prendre des charges très lourdes. Donc, oui, je suis consciente. Là. Je suis plus à l'écoute de mon corps, puis même, j'ai plus faim dans cette période-là. Et tu vois, pour
quand on parle d'être à l'écoute de son corps, et tu disais si tu es sur ton canapé, t'es pas vraiment connecté aux vrais besoins de ton corps. Et pour en revenir un peu à ce rapport qu'on peut avoir avec le corps, et si c'est un rapport qui est basé que sur l'apparence et que sur l'aspect extérieur, tu sais, ça me fait penser un petit peu dans les maisons. Quelquefois, tu vois des photos passer dans les maisons, puis c'est une super déco, c'est super beau, mais en fait, je veux dire, c'est très beau sur la photo, mais à vivre, c'est non fonctionnel. Ouais. C'est des choses, mais c'est pas possible en fait de vivre avec un énorme olivier au milieu de ton comptoir de cuisine. Si vraiment tu vis dans ta maison, que tu manges et tout ça, bah c'est un arbre qui est là juste au milieu de ta table, tu vois. Mais c'est super beau sur la photo, et c'est de faire cette différence en fait entre ce qui peut avoir l'air beau selon moi, mais ce qui est réellement fonctionnel et ce qui répond à un besoin. Et je fais ce parallèle avec les maisons parce que, comme le verset nous dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit, et puis on peut en faire un temple décoré, ou on peut en faire un temple vivant et fonctionnel qui répond à des vrais besoins, qui nous permet d'accomplir notre mission. Mais la décoration qui est extérieure ne devrait pas être surpassée en fait tout le reste. Si tu t'achètes un canapé, il est super beau. Ouais, par contre, on peut pas s'asseoir parce que quand on s'assoit, il se plie, mais il est super beau. Tu sais, ça rend super bien. Tu te dis, c'est pas comme ça qu'on va créer notre famille. Les enfants peuvent pas s'asseoir, on peut pas manger à table parce qu'il y a pas de place, parce qu'il y a un arbre. On peut pas utiliser la cuisine parce que le frigo, si tu l'ouvres, et je sais pas moi, il y a la lumière qui s'allume parce que je sais pas quoi. Bref, mais tu sais, quelquefois, je veux dire, on veut pas vivre comme ça, mais dans notre corps, j'ai l'impression qu'on est prêt à faire ce genre de choix. Qui sont des choix extérieurs mais qui répondent pas à nos vrais besoins, et qui font que constamment on est en perte d'énergie, on a ce décalage entre ce qu'on veut vivre, ce qu'on est, puis ce qu'on ressent aussi à l'intérieur, et c'est de trouver le moyen de comment créer cette connexion. Ouais. Est-ce que c'est une question? Ouais. Je dirais que c'est sûr qu'on est dans une culture qui nous déconnecte de nos corps, qui dit on n'est pas nos corps, mais en même temps, toute la société est tournée autour des corps, le racisme, le sexisme. Tu sais, même tout ce qui est arrivé dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est tout basé sur le corps. T'as telle couleur, t'as tel genre, t'as tel âge, t'as telle grosseur, la grossophobie. Donc, on peut dire on n'est pas notre corps, mais on est notre corps. Parce que malheureusement, les gens les plus beaux, socialement, selon les standards, sont privilégiés. Donc, il y a quand même un concept là-dedans, et ça crée on apprend à se déconnecter. Donc, pour apprendre à se reconnecter, c'est un travail de justement, en fait, adresser ton corps comme si c'était une personne. Comme moi, j'apprends en thérapie aussi à adresser le cœur, ou comme hey, qu'est-ce que tu vis? Mais le corps, c'est un peu ça. Parce que le corps est pour nous. Dieu nous a bien fait. Il nous a pas créé pour qu'on soit déconnecté à notre corps. Donc, quand le corps te dit « j'ai mal à l'épaule, j'ai mal à la tête », il te parle, en fait. Puis même quand le corps prend du poids, par exemple, le corps, il te dit quelque chose. Donc, dans cette optique-là, c'est de se reconnecter au corps, mais aussi de se reconnecter avec ton corps à des buts qui te sont connectés à ton cœur. Donc, par exemple, comme toi... Explique. Comme mettons, Laure, que je te connais bien, je sais que tu as des enfants. Donc, toi, si tu es dans une... Bon, là, je dis pas que c'est ta réalité, mais exemple, tu bouges pas du tout, mais par contre, tu as 2 enfants qui sont en bas de 10 ans, tu as envie de bouger avec tes enfants. Donc, tes enfants, ils vont vouloir courir, ils vont peut-être vouloir aller glisser, monter la côte. Donc, si tu es connecté à ton corps et que tu veux bouger, mais que tu es aussi connecté à ton cœur moi, mon désir comme mère, c'est de courir avec mes enfants. J'ai envie d'être capable d'accompagner mes enfants, de vivre des aventures avec eux. Donc là, t'es connecté à ton corps, mais t'es connecté aussi à ton cœur. En fait, tu veux prendre soin de ton corps parce que tu vois le fruit dans quelque chose de tangible qui va au-delà de « je vais être mince, je vais avoir une belle image ». Puis la plupart des gens, en fait, quand tu deviens en forme, tu réalises « mais c'est le fun ». C'est le fun. Comme moi, je suis très en forme, c'est plaisant. Être forte, j'ai des neveux-nièces, je suis capable de jouer avec eux. J'ai pas de limite.
c'est vraiment... Je vais t'envoyer mes enfants. Non, mais c'est vrai. Parce qu'en soi, genre, comme croyant, on est appelé à être libre. Puis il y a une partie de liberté qui est accessible en étant en santé. Tu te sens pas limité par ton corps. Moi, je suis pas limitée par mon corps. Jamais. Il y a rien. Puis là, je suis à un niveau extrême, mais tu peux être pas limité en étant moins intense que moi. Parce qu'on est appelé à être libre. Mais en fait, la plupart des gens, même croyants, on n'est pas libre dans notre corps. On n'est pas capable de bouger, on s'aime pas, on est très limité. Puis il y a une réalité de je prends soin de mon corps en bougeant, en m'alimentant bien, ben réalistiquement, tu as plus d'énergie, tu es capable de faire des choses. Puis même dans le ministère, là, moi, j'ai prêché, puis tout. Puis ça, je le voyais, j'étais toujours celle qui avait le plus d'énergie. J'étais capable de faire des choses. Et en fait, au final, même si on prend d'un point de vue chrétien, ben en fait, en train d'optimiser comment Dieu peut t'utiliser. Bah, là, si on parle, par exemple, là, du ministère, tu parlais de la prédication et tout, est-ce que tu voyais qu'il y en a, ils auraient pu te donner plus dans des temps de ministère, dans ce que Dieu les appelait à faire, mais que leur corps était une vraie barrière, un vrai frein. En parlant de ça, j'ai une amie qui chante et elle m'avait vraiment dit que quand elle le sent, quand elle a fait du sport ou pas. Parce que parfois, en plus, elle chante, elle danse vraiment et tout. Et tu sens qu'en fait, elle ne peut pas tenir. Si elle n'a pas le côté entretien. Elle fait une session acoustique. Elle n'arrivera pas forcément à tenir, à donner la même énergie que lorsque elle se sent plus enfant. Donc, c'est vraiment important pour le ministère en général. Oui, en fait, c'est que c'est une façon d'honorer ce que Dieu t'a donné. Tu sais, on prend soin beaucoup de notre esprit comme croyant, mais on vit dans notre corps. Donc, si notre corps nous dépérit, comment on peut... Tu sais, c'est très étroitement relié avec l'esprit. Si tu n'as pas d'énergie, si tu n'es pas capable de bouger, comment tu peux après engager avec Dieu? Tu peux, mais de façon limitée. Donc, il y a vraiment une connexion. Puis, au final, c'est ce que Dieu nous a donné. Donc, au-delà de ça, on veut en prendre soin. Oui, pour vivre, mais pour vivre pleinement, finalement. J'aime trop ce que tu apportes comme aspect poussé, de sortir de ce truc, comme tu l'as dit aussi, de je veux bien paraître, je veux être en forme, voilà, et être limité dans ce standard de finalement, c'est un peu de culture, quoi, au niveau du corps, de la beauté, même de tout ça, et d'aller plus loin, de réaliser que oui, le corps, c'est un instrument que Dieu nous a donné pour tout accomplir, tu vois, et donc c'est important qu'il soit en santé, sinon, comme tu l'as dit, on va être limité. Et moi, tu sais, peut-être que je vais loin là, mais je pensais au temps de Jésus. Il marchait tout le temps. Il fallait que tu ailles chercher ton eau dans un puits. Je veux dire, tout le corps. Non, mais tout le corps était constamment stimulé dans tout ce qu'il faisait. Aujourd'hui, tu as une voiture, tu as l'électroménager, presque tu as une télécommande, tu peux tout allumer dans ta maison. Donc finalement, ça, c'est pas parce que tu es assisté que ça veut dire que ton corps n'a pas besoin de bouger. Tu vois, parce que comme l'entretien de l'âme et de l'esprit, il a aussi besoin de cet entretien pour bien fonctionner et pour donner le meilleur, quoi, dans tout ce que Dieu t'appelle à faire. Donc ne pas se limiter, puis se dire c'est l'instrument que Dieu me donne et j'en ai besoin, donc je vais en prendre soin, et que c'est vraiment important. Mais j'aime trop ce que tu as dit en ce qui te concerne, cette affirmation franche comme tu l'as fait bien, c'est que ton corps ne te limite jamais. Et je me dis, c'est vrai que si on pense à notre journée ou même à notre vie, est-ce que à un moment donné, mon corps a été une limitation? Est-ce que ça a été une limitation dans le fait d'être exposé, de pas s'assumer parce que tu as des complexes, tu t'aimes pas? Est-ce que ça a été une limitation d'un point de vue physique parce que tu peux pas suivre? Il y a quelque chose, une activité où tu sens que non, je suis trop fatiguée, j'aurai pas l'énergie. Et te dire est-ce que je passe à côté de quelque chose? Et puis c'est vrai, tu dis tout est relié, enfin beaucoup de choses dans la société et de tout temps en fait ont été reliées au corps, mais sans prendre soin réellement du corps. C'est comme il y a un corps, il faut qu'il ressemble à ça selon des standards, mais sans en prendre réellement soin. Et puis en plus avec ce verset que l'exercice est utile à peu de choses, tu vois, ça a encore amené dans la compréhension qu'on peut en avoir. C'est comme ça sert à rien, mais à peu de choses, donc c'est quand même utile à quelque chose. Mais je crois que c'est aussi l'utilisation et le regard qu'on pose sur ça qui fait que même le peu d'attention qu'on peut donner à notre corps, si c'est pas la bonne attention, ça va pas produire non plus le bon fruit en fait. Oui, puis tu sais, comme moi, il y a eu des saisons de ma vie où je pouvais pas tout faire avec mon corps.
Donc, j'ai eu des saisons où j'étais blessée, j'avais des blessures, j'ai été malade. Puis même dans les 2 dernières années, j'ai vécu beaucoup de deuil. Puis mon corps a réagi énormément. J'ai continué à faire du sport, mais j'étais pas du tout au même niveau qu'en ce moment. Donc, encore là, ça revient à ce que je disais. Tu sentais que vraiment... Ouais, j'ai pris du poids. Mais encore là, c'était mon corps qui me parlait, qui me disait, là, tu vis un deuil ici, un deuil là, t'es en perte. Et mon corps me disait, calme-toi, porte attention, tu vis trop de trucs traumatiques. Et quand j'étais blessée, maintenant, je suis capable de regarder en arrière, c'était toujours comme mon corps qui me disait, regarde ça, regarde ci. Et ça mettait en lumière quelque chose. Puis quand ce qui a été mis en lumière, j'y ai prêté attention. Après, la blessure partait. Puis bon, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais ce que je veux dire, c'est que ça arrive parfois des saisons où t'es pas optimal, mais après, tu fais ce que tu peux dans ton contexte. D'où l'intérêt de la discipline, parce que si la discipline n'est pas établie, on ne saura pas se relever après justement ce genre de saison-là. Oui, parce que 30 pays, t'es resté discipliné à travers 30 pays, à travers plein de saisons de ta vie. Moi, je suis admirative. Hein. Franchement, je me dis, wow. J'ai eu la première fois que je suis partie, j'ai pris 15 livres, donc environ 8 kilos. Mon premier voyage, j'avais 18 ans. Donc après, j'ai appris aussi, puis j'ai dû changer ma posture de cœur parce qu'au début, j'étais dans la honte. J'étais comme, mon Dieu, je suis pas bonne. Puis, tu sais, le 18 ans, ça fait plus que 10 ans pour moi. J'avais beaucoup plus une mentalité de me taper sur la tête. Donc, j'ai dû rentrer dans une posture de compassion, de dire, je suis en processus, même moi, comme entraîneur, je peux faire mieux la prochaine fois. Qu'est-ce que j'ai besoin? Où est-ce que je suis faible? Puis moi, c'est plus la nutrition que c'est difficile de dire non quand on m'offre plein de choses que l'entraînement. Donc là, tu sais, maintenant, quand je voyage, je vais dire, je veux pas telle chose. Donc, même moi, j'ai eu un apprentissage, mais il a fallu que je change mon cœur de justement de passer de... Une compassion envers toi. Compassion envers moi-même, de dire, hey, c'est correct, t'apprends. C'est la première fois que tu fais ça. Tu peux t'ajuster, tu feras mieux la prochaine fois, c'est pas grave. Puis, tu sais, si j'ai pris du poids, je l'ai reperdu. C'est pas un drame non plus. Là. Et rapidement, pour terminer, est-ce qu'il y a un moment donné où c'est trop tard, selon toi, pour pouvoir commencer à bouger? Non, jamais. Jamais trop tard. Non. C'est jamais trop tard. Merci beaucoup, Élie. Là, on n'a pas eu le temps d'en parler. C'était pas non plus le but du podcast, mais en tout cas, tu as une vie qui est riche au-delà du sport et tout. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler de tous ces autres aspects. Et merci, c'était hyper inspirant, hyper encourageant. Puis, quand tu dis que tu as changé de posture de cœur, je pense que finalement, pour vivre ces changements dans nos corps qu'on peut vouloir vivre parce que on sent qu'on n'est pas assez en bonne santé ou que, on a des limitations, c'est ce que tu as dit. Je pense qu'on a d'abord besoin d'une posture de cœur qui est différente et une posture de compassion. Et c'est vrai qu'en tant que femme, on peut être très dur avec notre corps et c'est difficile de donner le meilleur et de prendre soin de quelque chose qu'on n'aime pas, en fait, et pour lequel on n'a aucune grâce, aucune compassion. Et c'est ça. Sur ce, on va terminer ce podcast. C'est aimons, apprenons à nous aimer entièrement et à nous aimer aussi dans notre corps pour pouvoir en prendre soin, parce que si on déteste notre corps, on aura tendance à le punir, à le maltraiter et puis à être dur avec. Donc aimons notre corps et puis donnons-lui ce qu'il y a de meilleur avec cette posture de cœur de compassion. Merci beaucoup, Élie. À bientôt, j'espère.